Bonjour Yves. Bonjour. Alors, déjà bravo d'avoir été sélectionné avec ta nouvelle La bataille de Crackgirn. Crackgirn, voilà, c'est pas facile à dire. Et donc je suis content que tu aies été sélectionné parce que tu es donc un ancien fan du grimoire. Oui. Donc tu as suivi toute la production du grimoire depuis les origines, pratiquement jusqu'à nos jours. Alors surtout basé sur le monde de Warhammer. Ouais. Beaucoup. Et puis après donc c'est vrai que le petit rapport rigolo, parce que quand j'étais enfant, j'ai commencé le jeu de rôle vraiment avec les livres dont on est le héros, quoi. D'ailleurs, le livre dont on est le héros, dont le grimoire a refait toutes les corrections avec Sébastien Boudot, notamment pour les nouvelles éditions en poche. Donc oui, ça te fait plaisir alors de nous rejoindre, l'équipe du grimoire, de participer à cette anthologie du plomb à la lumière. Oui, beaucoup. D'autant plus que quand j'ai vu l'appel et que j'ai commencé à écrire, j'ai pas du tout regardé le thème en fait. J'ai complètement oublié. D'accord. Et donc j'ai fait ça le travail de nuit, puisque j'ai vu de nuit qu'il y avait, donc j'ai tout de suite les idées qui ont fourmillé. J'ai commencé à faire mon plan, et là d'un seul coup, je me dis, il y a peut-être un thème imposé, il faudrait que je m'en inquiète. Il était temps. Et donc la base que j'avais prévue collait parfaitement avec le thème imposé. Et c'est vrai que j'ai eu une petite crise de fou rire quand même. Parce que même si elle est restée intérieure, mais Ouais. je me suis dit, parce que j'avais déjà achevé mon travail, en fait j'avais déjà fait le cadre, j'avais plus que le remplissage à faire, je me suis dit, mince, si jamais c'est pas ça, je suis obligé de tout refaire. Et donc ça convenait, le thème était en plein dans le thème. J'étais en plein dans le thème, puisque j'avais déjà prévu de parler de la mort d'un personnage, et donc avec ce côté bataille, donc ce côté tréplon et ce côté lumineux justement, dans sa mort, puisqu'il Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ta nouvelle, nous décrire un peu l'ambiance? Alors l'ambiance de la nouvelle, en gros c'est le père d'un de mes personnages en jeu de rôle. Donc j'avais déjà créé un petit peu ce background là. Et c'est lors d'une grande bataille, c'est un homme qui seul se tient pour défendre une porte, pour empêcher une armée de rentrer dans une capitale. Et cet homme-là, justement, ce nain-là meurt au combat et devient un avatar d'un dieu. Et donc justement ce côté très plomb où on a les métaux qui s'entrechoquent et on a ce cœur de la bataille, et ce côté où on a finalement la mort qui peut être quelque chose vu d'une façon très noire, et en fait où au contraire il y a la lumière qui s'invite là où on attendait les ténèbres. Une élévation. Voilà, exactement. Tu écris comment habituellement donc Alors habituellement, j'écris même pour mes scénarios de jeux de rôle, j'écris uniquement par ordinateur. Jamais à la main. Très peu. Ça m'est arrivé de prendre des notes à la main, mais la majorité du temps, je prends l'ordinateur. Il y a à la fois le côté de l'écriture qui est pas très belle chez moi, et puis aussi il y a ce côté qui est très ancré en moi de vouloir utiliser le minimum de ressources. Voilà, ça m'évite d'avoir acheté du papier dans tous les sens. Au final, alors c'est vrai que ça perd la petite richesse des fois d'avoir un brouillon qu'on a raturé, que j'ai encore un petit peu, par exemple quand j'écris la musique. Au départ, quand j'écris la musique, j'écris... Tu es musicien aussi. Oui, ce que je Tu compose. sais que ta nouvelle va être mise en musique par d'autres musiciens. On en a un petit peu parlé. Moi, j'avais déjà décidé de composition sur... Ça te fait pas un peu peur de savoir que un autre musicien va s'approprier le rythme de tes mots? J'ai plutôt assez confiance parce que moi, en tant que musicien, par exemple, dans le groupe que j'ai fait des compositions, j'avais prévu de les chanter. Il s'est trouvé que celui qui est chanteur principal de mon groupe m'a dit j'ai vraiment envie de la chanter. Et je lui ai dit ok, vas-y, puis moi je chante juste le refrain avec toi. D'accord. Donc voilà, ce concept de propriété que je sais rendre pour travailler en équipe est quelque chose que je sais déjà faire et qui même au contraire me plaît beaucoup parce que du coup je suis très curieux de savoir comment est-ce que ça va être interprété. Oui, moi, quel style musical aussi. Ça, moi j'avais des idées qui étaient plutôt folk metal ou des choses comme ça. Ouais. Et donc j'attends vraiment de voir ce que les musiciens, le compositeur va faire. Comment est-ce qu'il va être inspiré. Parce que ça, on peut être totalement surpris. Ça peut être, je sais pas moi, de la musique classique, ça peut être de la musique indienne, de la musique de nain peut-être.
Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être vues. Donc là, c'est pour ça, moi j'avais des propositions, j'avais déjà des idées, donc j'ai complètement laissé ça de côté en disant, faut surtout laisser le compositeur être hyper libre et faire vraiment ce que lui va avoir reçu pour le retransmettre aux autres. Je trouve même que c'est très beau. Donc on va voir, hein. On verra bien pour les compositions, on verra ce que ta nouvelle va inspirer à nos compositeurs. Ce qui m'a plu énormément dans ta nouvelle, c'est vraiment la dimension sociale. Oui, c'est ça. Il y a une description pratiquement, je dirais, millimétrique de la société à laquelle appartient cet homme qui défend la porte de cette société. Oui, c'était vraiment voulu parce que quand j'ai développé le travail, je voulais justement qu'on ait ce rapport-là. Comment est-ce que... On dit souvent qu'un homme qui meurt a sa vie qui défile devant lui. Et voilà, il y avait un petit peu de ce côté-là où il était au combat et cet homme ne se rend pas entièrement compte encore qu'il va mourir, même au contraire. Il devrait être mort, il lutte pour être encore debout. Il a sa volonté qui le maintient encore en vie alors que son corps n'en peut plus. Et voilà, il exécute des gestes automatiques de bataille et pendant ce temps-là, pour arriver à continuer son combat, et ben il est en train de penser à son passé. Son effort. Il pense à son passé, il pense à toute son histoire, à tous les points marquants. Et donc justement, pour son point marquant, est venu ce côté très social que j'ai installé. Et je voulais vraiment pouvoir que cette nouvelle soit une base pour continuer un travail. Et donc pour pouvoir continuer un travail, il faut planter un décor. Et donc pour planter un décor, il fallait que je parle de ce personnage-là, tout en l'incluant dans une société qui était plus grande. En pouvant donner un historique qui était déjà plus global. Voilà, en imbriquant son histoire dans d'autres histoires, et en amorçant en fait les us et coutumes, en amorçant les systèmes de transmission, en amorçant la sagesse. La sagesse qui petit à petit découle de son acte de bravoure. Parce que c'est un acte qui amène à l'élévation, donc il en devient sage. Oui. Il y a beaucoup de rapports à des moments où on se rend compte de la façon, des visions qu'il pouvait avoir en étant plus jeune, et puis comment, plus âgé, les choses se sont transformées. Il y a des choses dans sa vie qui l'ont modifié, qui l'ont, je dirais même ce mot-là. Il y a des expériences, il y a aussi, je dirais, ce côté, tu as ta place dans la société, si je me souviens bien, il y a quand même, c'est une société très fermée, où pour faire partie de la société, il faut le mériter, et il y a des exclus aussi. Une société clanique qui est très, très réglementée. Très réglementée, il y a des exclus, et ces exclus ne sont jamais exclus parce qu'ils sont mauvais, mais parce que le destin les exclut de cette société. Le destin, et puis des fois des traits de caractère un petit peu trop atypiques. Là, on a deux exemples dans cette nouvelle de la famille. J'ai l'impression que le destin prend une part importante. C'est-à-dire que dans un des personnages, je me souviens, c'est son destin. Son destin, c'est de ne pas faire partie de cette société-là. Et à la limite, tous les efforts qui sont faits par son clan pour essayer de la récupérer, en fait, sont vains. Par sa famille proche, oui. Ils sont pas entièrement vains, mais ils sont obligés d'oublier ce côté. Voilà, il y a une prestance sociale, et ils sont obligés, au nom du social, à réagir d'une façon qui fait qu'ils vont abandonner un petit peu cette personne. Et j'ai l'impression que c'est la force du clan, finalement. La force du clan, c'est pas forcément la force qui les lie tous les uns aux autres, mais c'est le fait qu'un membre du clan peut être appelé à un autre destin que celui d'appartenir à son clan. Et c'est ça ce qui fait la force du clan, parce que c'est cette personne-là finalement qui va aller porter la force du clan en dehors. Et c'est ce qui se passe, c'est vrai que c'est au niveau social, on a l'impression qu'elle est abandonnée, mais donc voilà, par exemple, là, c'est la sœur du personnage, et cette sœur qui elle a fait des choix de vie qui sont, je les ai pas détaillés exprès, mais qui sont des choix de vie qui ne correspondent pas à la traditionnelle. Et donc, comme elle a fait des choix de vie qui ne correspondent pas à la traditionnelle, d'une façon officielle, on va l'exclure. Par contre, son frère, donc, qui est le personnage principal, lui, ça va marquer sa vie. Il connaît sa sœur, il sait qu'elle a le courage,
qu'elle est allée là où personne ne serait allé, et que grâce à elle, justement, on peut amorcer quelque chose, là où la noirceur est en train de naître et que c'était pas visible, elle a donné un signal d'alerte. Et donc grâce à ça, lui, dans son vécu, il a pu aller voir et vérifier, et commencer à préparer son clan, mais même toute donc ce que je dis, on parle d'humanité, toute l'humanité, que voilà, il y avait un grand danger qui était en train de se passer, et qu'il fallait commencer à se préparer. Et quand on arrive à la bataille de Kragirn, ils sont en train de finir les préparatifs pour permettre à cette lumière qui reste encore, pour laquelle ils se battent, de pouvoir illuminer un monde qui commence à être complètement ténébreux. Ton projet littéraire par rapport à ta nouvelle, tu as commencé à le travailler, tu en es où? Mon projet littéraire, alors c'est vrai que pendant longtemps j'ai attendu, je me suis dit je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, sachant pas, n'ayant jamais fait de concours, je me suis dit faut que j'attende, est-ce que ça vaut le coup que je continue à écrire pour du public, ou est-ce que je continue à écrire juste des scénarios pour mes potes, et puis voilà, je m'en serais très bien contenté. Vu que j'ai eu des bons retours donc, par le jury, et que j'ai été sélectionné, donc j'ai commencé à mettre en place des choses, et je vais partir toujours un petit peu sur cette même base, qui est des personnages de jeux de rôle que j'ai, et je prends toujours ces bases, que je sors, et que je réadapte à un univers que j'ai commencé à créer. Finalement, le jeu de rôle, c'est ta fondation. C'est la fondation de tes histoires, c'est tous ces personnages que tu as fait vivre et que tu as incarnés. Il y a déjà tout un travail de background qui est fait. Donc en fait, finalement, il y a ce retour vers l'avatar. Finalement, le nain qui devient l'avatar du dieu, et toi qui fait incarner tes personnages dont tu étais, dont ils étaient tes avatars. Un petit peu, voilà, par exemple le père du personnage c'en était pas un, mais c'est un père d'un des personnages, le personnage principal. Donc là c'était pas vraiment le cas, mais oui, il y a quelque chose de ça, quelque chose d'incarné, voilà, vraiment. Donc pour qu'il y ait quelque chose d'incarné, il faut déjà que j'ai des racines. Donc je commence sur des choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Si jamais il me vient à l'idée de faire un personnage qui n'est pas du tout un de mes personnages, comme j'ai fait pour ce personnage principal là, il faut qu'il ait déjà un historique qui soit créé. Je dois déjà en amont, et c'est par exemple ce que j'ai fait là sur le deuxième écrit que je suis en train de préparer, j'ai déjà passé toutes les bases du personnage, tous les cadres qu'il avait, des petites citations qu'il a, et je commence à lui créer son historique, et par rapport à ça, je peux arriver à faire un développement. Mais je commence toujours par les racines, donc des choses qui vont rester sous terre, qui vont pas être vues, et après qui vont permettre, comme un arbre, il a ses racines, il peut monter, et grâce à ça il peut faire son feuillage et ses fruits. Voilà, les feuillages et le fruit, c'est ce qu'on va voir sur mon travail. Il reste toujours des racines qui sont profondément ancrées, que je ne cite pas, voilà, s'il n'y a pas cette interview, on ne sait pas. Voilà, qui est vraiment un travail souterrain et qui est indispensable parce que... Ouais, il devait extraire les éléments pour justement que la sève puisse apporter ce... C'est ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit suffisamment concret. Et c'est vrai, quoi de plus concret que quelque chose que soi-même on a cherché à vivre. Donc, quand c'est un de ces personnages de jeu de rôle, voilà, on lui a donné vie, on lui a prêté corps, on a commencé à réfléchir comment on voulait le faire réagir. Sauf si on fait du jeu de rôle porte-monstre trésor et qu'on se contente juste de taper sur des gens, mais même quand on fait ça, voilà, on a envie de donner un peu vie à son personnage, avoir un peu une histoire qui s'ancre et qui donne envie de le jouer, sinon après ça devient autant jouer à Warcraft World, et puis voilà. Oui, tout à fait, il y a... Et tes influences littéraires? Je veux dire, quel est ton auteur favori? Quel est ton roman, le roman que tu préfères? Le roman que tu es en train de lire? Alors j'allais dire que j'ai pas d'auteur préféré et que j'ai pas vraiment un grand style littéraire. Ce qui m'a le plus marqué, donc c'est vraiment les livres dont on est le héros qui... Bon, je suis encore un peu... De loup solitaire ou... Pas que, mais surtout loup solitaire, c'est vrai que j'ai une grande collection de loup solitaire et quand c'était encore temps où il n'y avait pas internet, je cherchais dans tous les endroits possibles pour arriver à voir le 1, le 2 et le 3 que je ne trouvais jamais. Et quand je les ai eus, j'étais enfant, j'étais tout content. Parce que enfin, j'avais tout premier. Et je crois que je les ai jusqu'au quelque chose de genre le 25. Donc après parce qu'on joue loup solitaire pendant un long moment, et puis après on joue un de ses apprentis. Au bout d'un moment. Et donc j'avais sur la première saison de on joue son apprenti. Et donc voilà, il y a ça qui est quelque chose qui est fondamental, parce qu'à l'école j'ai toujours des petits soucis pour l'apprentissage de l'écriture,
Et là où je lisais très peu et où j'écrivais très peu, et ben les livres dont on est le héros, c'est des choses que j'ai dévorées tout le temps, que j'ai refait, et qui sont des choses qui m'aident aujourd'hui à pouvoir écrire. Sans ça, parce que c'est très structuré. Sans ça, c'est des choses qui sont ancrées quand j'étais très jeune de façon intuitive. Je veux dire, c'est pas réfléchi. Je lis très très peu au final maintenant. J'ai beaucoup plus une culture de la série. Série télévisuelle. Ouais, beaucoup de séries. Alors quelle série tu regardes en ce moment? Alors j'ai même plus les noms. Il y a Legend of qui a commencé il y a pas longtemps, je crois qu'il y a 2 ou 3 épisodes. Donc c'est dans un monde où il y a des elfes, il y a des démons qui sont en train de ressurgir. Donc il y a un petit truc comme ça, donc dans le médiéval. Je regarde des choses qui sont aussi très science-fiction, d'autres qui sont très contemporains, enfin je pourrais pas tout ressortir, même il y a des choses, je regarde des Marvel ou des comics. Vikings aussi, oui, je l'ai regardé un petit peu. Il y a Eric Niodan qui est Agent of Shield aussi que je regarde, que j'aime pas mal. Arrows, The Flash, enfin vraiment j'ai une culture. Ça, c'est électrique finalement. Ça c'est varié. Oui, je regarde beaucoup de choses différentes. Il y a même par exemple, j'ai regardé, alors pas la série de Canal+, mais une autre, Les Borgia. Oui. Il y a des choses comme ça aussi, ou des choses historiques. Je fonctionne beaucoup sur vidéo, même pour des sujets des fois un peu différents, sur des sujets religieux ou des sujets politiques. Je m'informe beaucoup par des conférences qui sont audiovisuelles. Enfin, c'est... Donc pas de télé, plutôt vidéo. Voilà, beaucoup plus vidéo, d'émissions. Ce serait presque de la télé choisie, quoi. Oui, tu construis ton programme. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'être programmé. Voilà, c'est ça. Donc j'ai lu. Alors ça fait un moment là, que j'en ai pas regardé, mais j'ai regardé beaucoup d'animés aussi. Donc toute une culture japonaise aussi qui me marque un petit peu, même si c'est pas mon domaine, et je pense que ça se retranscrira très peu dans mes écrits. Quoique j'ai un personnage qui vient d'Extrême-Orient, donc on sait jamais. Mais voilà, j'ai vraiment des influences très diverses. Après, c'est vrai que si on voulait vraiment un auteur fondateur pour moi, c'est vraiment Tolkien. Tolkien parce qu'il incarne, et ça peut se sentir un petit peu dans ma nouvelle d'ailleurs, il incarne vraiment cet auteur fantastique qui parle du monde réel, mais en passant justement par tout l'univers du fantastique, en mettant en lumière justement certaines noirceurs, et à la fois en rappelant comment, au-delà même de l'espoir, il y a une espérance profonde. Il y a quelque chose qui va plus loin, il y a quelque chose de transcendantal qui nous dépasse tous. À la fois peut-être. Oui, espérance, foi, ce sont des choses qui sont très très liées. Et où on a vraiment Tolkien, qu'on voit la façon dont il a écrit, où lui-même disait... On voit bien son personnage, ces personnages de Hobbit sont justement dans cette doute-là, c'est dans le doute, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont la foi dans leur mission, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils seront transportés malgré tout par cette foi, ou est-ce que ce sont ces petits êtres un peu peureux, à gros pieds, à pieds poilus, qui sont un peu maladroits. Oui, ce sont des nounours ou est-ce que ce sont des... Et Tolkien justement que j'aime beaucoup parce que justement c'est un auteur qui est très incarné. Voilà, il y a beaucoup d'incarnation, on sent que, même d'ailleurs on le sait à peu près tous, mais il a créé beaucoup de langage. Oui, c'est voilà, le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux finalement c'est anecdotique par rapport à toute son œuvre. Et il n'a pas commencé par ça. Voilà, il y a des poèmes qu'il a écrits, et il y a quelque chose, voilà, quand il a écrit le Seigneur des Anneaux, il avait déjà construit tout un univers même qu'il avait sorti, peut-être même en premier lieu pour ses enfants, pour leur raconter des histoires le soir. Donc voilà, quelque chose qui est très incarné, où il y a des racines profondes. Et dans la mémoire, c'est-à-dire dans l'oralité, finalement. Pour toi, les racines profondes, elles viennent de l'oralité, de la mémoire d'où on vient, de la mémoire de ce qu'on a fait, de la mémoire de ce qu'on a pu dire. Quelque chose qu'il a vécu lui et qu'il a incarné. C'est pas quelque chose de désincarné où il a fait que imaginer. Voilà, ces poèmes, c'est des choses qu'il a publiées avant. Il y a certainement des histoires qu'on a dans le Seigneur des Anneaux qui sont des choses qu'il a racontées à ses enfants pour les endormir le soir. En voulant leur transmettre des choses. Et je sais que Tolkien, justement, était quelqu'un qui avait une croyance très très forte. Et sans vouloir à tout prix taper sur ses enfants à coups de religion, il a pris d'autres moyens. Et c'est aussi une façon qu'il a eu, lui,
transmettre au monde certaines choses qu'il pensait et une espérance qu'il voulait transmettre. On voit le personnage de Gandalf, c'est un personnage qui est très christique. Voilà, il meurt contre le Balrog. Il y a ce symbole de la crucifixion. N'oublions pas que tous les textes fondateurs de toute civilisation sont des textes de fantaisie. Oui, c'est des textes qui sont... Et Tolkien crée un mythe fondateur où il a pioché dans ses racines, dans les racines de plusieurs peuples, et il les réunit tous à la même table. Ouais, c'est même comme ça que, on parlait qu'il était grand linguiste, c'est comme ça que le régime nazi a réussi à dire une fois que Tolkien était un très bon nazi puisqu'il était expert en langue germanique et que Tolkien en seule réponse n'a rien dit et a fait partie des gens qui ont aidé à décrypter les codes qui étaient envoyés, enfin tous les messages codés qui étaient envoyés par le régime nazi. Puisque lui, il était expert justement en langue germanique, il avait la faculté d'intégrer comment est-ce qu'on pouvait crypter avec un esprit germanique, il a fait partie de ceux qui ont aidé pour décrypter ces codes. Oui, le mal est partout. Mais à l'époque, le nazisme représente bien Sauron, en effet. Ouais. Avec toute cette barbarie. Il faut qu'on garde ça en mémoire. Et puis Tolkien qui est né en Afrique du Sud aussi, si je ne me trompe pas. Dans cette région-là où il a vécu aussi les difficultés entre blancs et noirs. Et on voit, c'est très marqué dans la façon dont il a posé le mythe de l'inimitié entre les elfes et les nains. C'est quelque chose, là aussi on voit quelque chose d'incarné, quelque chose qu'il a vécu. Et par là, il essaye aussi de nous transmettre quelque chose. Il nous le transmet très bien dans deux personnages qui sont Legolas et Gimli, qui apprennent à se connaître et qui deviennent des frères d'armes. Qui deviennent des frères d'armes qui ont une animosité l'un envers l'autre au départ, et après ça devient... Mais qui gagnent l'un l'autre le respect par rapport à leur bravoure. Voilà, et ça devient ça devient même des personnages qui sont quasiment inséparables. Très bien, Élie. Écoute, je te souhaite une bonne chance. Bienvenue à bord de l'étude du grimoire. Et à bientôt. À bientôt.